Avez-vous déjà fantasmé d'être un hacker? Après tout, il y en a certains qui sont assez classe, faut dire qu'ils sont souvent représentés comme des personnages charismatiques, comme Elliot de Mr. Robot. Seulement, voilà, tous les hackers ne sont pas excellents dans leur domaine. J'ai souvent parlé de pirates ayant fait des coups de maître, avec des dégâts dévastateurs, mais aujourd'hui, on va parler de ceux qui ont fait des coups un peu moins bons. En gros, faut s'imaginer votre pote Corentin le hacker qui pense avoir saboté les PC du CDI en ayant retourné le bureau, et qui se fait gronder 4 secondes après par la documentaliste car il a jugé bon de signer son œuvre d'un sobre Hacked by Corentin. Et bien là, on va parler des méga Corentins qui ont essayé de faire des choses un peu plus dévastatrices, mais qui se sont fait avoir comme des bleus. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker, et dans cette vidéo, on va bien remuer le couteau dans la plaie. On va parler des plus grosses bourdes de hackers, et vous allez voir que ça leur a bien souvent coûté très cher. Piratage de mail ou bien recherche d'emploi, oui, on va parler de ça, il y a eu quand même des erreurs sacrément idiotes, y compris une qui les a fait passer à côté de près d'1 milliard de dollars. Le piratage de Kaylee Osborne. Et pour commencer, je vous ai dégoté du lourd. Est-ce que vous connaissez Kaylee Osborne, la fille de Ozzy Osbourne? Oui, non, bon, en fait, peu importe, parce que c'est pas elle qui nous intéresse aujourd'hui. Non, ce qui nous intéresse, c'est celui qui a un jour décidé de pirater son adresse email. Eh ben, appelons-le George, parce qu'on n'a pas son nom. L'histoire n'aura pas retenu la façon dont George s'y est pris pour accéder aux messages de la célébrité. En revanche, bien les bêtises du gars nous survivra à tous. En effet, une fois l'accès à la messagerie récupéré, George a eu la bonne idée de faire un export complet des données, afin de pouvoir y jeter un œil au calme un peu plus tard. Et c'est pas du tout une mauvaise idée d'ailleurs, ça évite de laisser trop de temps à la victime de se rendre compte du problème et de réagir et de vous couper l'accès. Seulement voilà, le problème de cet export, c'est qu'il ne prend en compte que le courrier déjà reçu au moment du piratage. Logique, me direz-vous. Mais ça ne plaît pas à George, il a donc eu l'idée de créer une redirection automatique du courrier afin de pouvoir continuer à espionner la star, en espérant qu'elle ne se rende pas compte de la supercherie. En soi, allez, pourquoi pas, c'est quand la dernière fois que vous avez checké vos redirections de mail? Donc ok, bonne idée on va dire, mais il y a un petit détail qui a échappé à George. Est-ce que vous le voyez venir? Eh bien oui, George a cru bon d'utiliser sa propre adresse mail pour cette redirection. Bah ouais, c'est vrai que c'est plus pratique pour les récupérer, mais pourquoi personne n'y a pensé plus tôt? Même si la suite de l'histoire n'a pas été médiatisée, on se doute bien que suite à ça, ça n'a pas été difficile de mettre la main sur George. Wolfenstein. Pour ce bonhomme, on va se rendre en Roumanie. Edward Lucian Mandru est un pirate connu sous le pseudo de Wolfenstein. En 2006, alors qu'il n'avait que 20 ans, le bonhomme a tout simplement piraté le système informatique du département de la défense des États-Unis. Ouais, rien que ça. Il aurait tenté d'y installer un cheval de Troie afin de dérober des codes d'accès. Les enquêteurs n'ont pas pu le retrouver avant un bon moment. Cependant, ils ont pu faire le lien avec une adresse mail, mais impossible pour eux de savoir à qui elle appartenait. On est maintenant en 2009, soit 3 ans après, et Mandru semble avoir tourné la page. Il cherche maintenant du travail, il parcourt les petites annonces, il fait du porte-à-porte, il envoie des CV, et avec comme mail de contact cette fameuse adresse surveillée par le Pentagone. Ni une ni deux, le malheureux se retrouve arrêté par la police roumaine avec une possible extradition vers les États-Unis, avec une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison. Tout ça pour une adresse mail, à croire que c'est une habitude maintenant. Finalement, il aurait peut-être juste dû aller à Pôle emploi, peut-être que ça serait mieux passé. Sami Kamkar. Revenons maintenant aux États-Unis avec Sami Kamkar. Mais avant de vous parler de Sami, je voudrais vous préciser une chose, son histoire n'est pas vraiment comparable aux autres dont on va parler aujourd'hui, particulièrement car Sami n'a jamais voulu faire de mal dans cette affaire. Mais bon, ça n'empêche pas que c'était pas méga malin. On va se mettre un petit peu en situation. On est en 2005, Crazy Frog est dans le top des ventes et les réseaux sociaux n'existent pas encore, ou du moins pas tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ce qui se rapproche le plus, c'est MySpace. Vous ne connaissez peut-être pas, mais voilà, c'était une sorte de page personnelle, un peu comme un blog sur laquelle vous allez pouvoir poster un peu tout ce qui vous plaît, que ce soit du texte, des photos, de la musique. Vous pouvez même avoir votre propre biographie et ajouter les autres en amis. Bref, c'est super, c'est à la mode et tout le monde en a un. Tout le monde, y compris Sami. Seulement, voilà, Sami n'était pas tout à fait content des possibilités offertes par MySpace. Et là, on ne parle pas de fonctionnalités compliquées ou je sais pas quoi. Par exemple, la limite des 12 photos ne lui plaisait pas et le fait de ne pas pouvoir mettre dans une relation chaude dans la case relation non plus. Alors il a fouillé jusqu'à trouver un moyen de modifier tout ça sans passer par la page d'administration mais en envoyant les commandes directement. Ça aurait pu s'arrêter là mais Sami en a voulu autrement. Il a créé un petit bout de code qu'il a mis sur sa page perso qui, une fois lu par le navigateur d'un visiteur, lui fait copier ce code sur la page de l'utilisateur en question s'il en a une, en utilisant la même technique. Mais alors, qu'est-ce qu'il faisait ce code? Un botnet? Un mineur de crypto-monnaie? Non, rien de tout ça. Tout ce qu'il faisait, c'était écrire Sami is my hero sur la page, ainsi qu'envoyer une demande d'amis à
à Samy. Mais bon, il n'est pas fou le bonhomme, hein. Il se doute bien que ça peut vite partir en cacahuète. C'est pour ça il a fait en sorte que le code ne soit pas affiché sur la page principale des gens, mais sur une page un peu plus obscure, où il s'est dit que peu de gens iraient. Un peu comme la page à propos de Facebook, hein, vous voyez le délire. Avec ça, il s'est dit qu'il atteindrait peut-être, allez, 50 ou 100 personnes au bout d'un mois, avec un peu de chance, qui sait. Comme on le sait tous, la nuit porte conseil, et le lendemain matin, Samy va voir ses demandes d'amis et il en a reçu 200. C'est à ce moment qu'il a compris qu'il avait merdé. Quelques heures plus tard, il a dépassé les 10 000 requêtes. Il reçoit une tonne de messages d'inconnus se plaignant d'avoir trouvé cette fameuse phrase Samy is my hero sur leur blog. Le soir même, on atteignait le million de requêtes. C'est encore à ce jour le virus informatique avec la propagation la plus rapide connue. MySpace en PLS, quelques minutes après ce fameux cap du million de requêtes, tous les services sont stoppés avant de revenir en ligne 2 heures plus tard. Et à ce moment-là, eh bien le profil de Samy a totalement été supprimé du site. Et ouais, c'est clairement la panique. Pourtant, eh bien rien ne se passe du côté de Samy. La liberté est une chose qu'il peut encore savourer. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En effet, 6 mois après les faits, alors que Samy se dirige vers sa voiture, il est attendu par les autorités. Il écopera finalement de 720 heures de travaux d'intérêt général ainsi que de 20 000 € d'amende. Tout ça juste pour avoir plus d'amis que les autres. Ça fait tout de même cher payé pour essayer d'être le plus populaire d'un réseau social qui en plus est mort aujourd'hui. Aïe, bon, je garde quand même l'astuce sous la main au cas où si j'ai envie d'implanter un bouton s'abonner à ma chaîne YouTube partout sur le site. On sait jamais, hein, ça peut servir. Comme ça au moins, bah je serai sûr et certain que vous vous abonnez à la chaîne, bande de petits margoulins. Car je vous vois, hein, les non-abonnés qui regardent, non mais oh. Sandcats. Allez, cette fois-ci, direction l'Ouzbékistan. Pour ceux qui n'ont pas suivi au collège, eh bien c'est entre le Turkménistan et le Kirghizistan. De rien. Apprends la géographie Totalement sobre. avec le professeur. Techmaker. On est donc avec un groupe de hackers qui est en lien avec les services de renseignement du pays. Seulement, voilà, ici on ne parle pas d'un service de renseignement comme les autres. Faut dire qu'entre le flicage, la torture et les droits de l'homme utilisés pour se torcher, bah le karma il est passé dans le rouge depuis bien longtemps. Pour commencer, les Sandcats ont utilisé pour certaines de leurs attaques un nom de domaine enregistré au nom d'un groupe lié au pays. Pas très discret. Mais bon, ça c'est pas tout. Ces derniers avaient installé un antivirus sur certains de leurs PC afin probablement de tester leur création. Ça peut paraître bizarre hein, de se dire que des hackers ont des antivirus à disposition, mais en fait c'est assez commun hein, pour justement tester leur virus et voir s'ils arrivent à outrepasser ces protections. Il y a carrément des concours qui sont là juste pour tester ces 10 antivirus, sauf qu'en général, eh bien ils sont pas activés en permanence. Bref, l'antivirus en question ici c'est Kaspersky, et comme tous les autres, cet antivirus analyse les fichiers présents sur l'ordinateur, et quand il voit quelque chose de bizarre, eh bien ça remonte aux oreilles de l'éditeur afin de pouvoir faire une analyse plus poussée mais aussi des statistiques. Et oui, bah vous le voyez venir, hein, ce qui va arriver. En gros, le plan d'attaque est donné à celui qui défend. Ouais, plutôt sympa. Grâce à ces statistiques, un certain nombre de choses ont permis de mettre la puce à l'oreille de Kaspersky qui a alors entrepris une surveillance discrète. Grâce à cette surveillance, ils ont pu repérer les malwares créés par le groupe avant même qu'ils ne soient utilisés. Et ils ont même mis la main sur un certain nombre de failles Zero Day. Pour rappel, une faille Zero Day, c'est une faille inconnue de tous sauf ceux qui la possèdent, qui peut donc potentiellement faire beaucoup de dégâts si elle est bien utilisée. Le nom faisant référence au temps depuis lequel les gentils ont eu connaissance de cette faille. Autant vous dire que ce genre de faille, bah, ça court clairement pas les rues et c'est clairement pas à la portée de tout le monde, et donc c'est clair que pour se les procurer, Sandcat a dû dilapider une belle somme, hein, clairement. Et tout ça bien évidemment bah, directement des poches du contribuable. Bref, une bonne perte hein, pour le groupe de hackers, mais c'est sûrement mérité étant donné les sales affaires auxquelles ils ont dû participer. La Banque centrale du Bangladesh. Allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Mettez-vous en situation, vous faites partie d'un groupe de hackers qui a réussi à infiltrer les systèmes de banque centrale du Bangladesh. Vous êtes sous une pression folle, tous ces jolis billets numériques à portée de main. Pour optimiser les chances de récupérer un maximum de tunas, vous avez déjà tout préparé, y compris les comptes offshore vers lesquels vous allez transférer l'argent. Et vous avez aussi préparé des ordres de virement afin qu'ils s'enchaînent automatiquement. Le premier part, le second part, le troisième, le quatrième, et vous en êtes déjà à plus de 80 millions de dollars. Quel talent! Et non, bah pas vraiment de mauvaise fin totale ici, parce que ces 80 millions de dollars, on ne les reverra jamais. Donc bah je suis vraiment pas sûr qu'on puisse parler d'échec total, mais quand même, les ordres de virement prévus totalisaient pas moins de 870 millions. Mais qu'est-ce qui a pu faire capoter tout ça? Eh bien, justement, il se trouve que sous cette pression colossale, l'un des hackers a fait une petite faute de frappe, écrivant Shalika Foundation au lieu de Shalika Foundation, ce qui a attiré l'œil d'une des banques par lesquelles transitaient les fonds, car autant une telle faute
faute sur un virement de 20 €, bah c'est pas forcément choquant, mais autant quand c'est sur un virement de 20 millions, autant dire qu'en général, bah on doit au moins se relire 10 fois pour éviter ce genre de bêtises. Suite à ça, la banque en question a tenté de contacter la Foundation pour en fait se rendre compte que cette dernière n'existait évidemment pas. Tout bad comme on dit. Comme quoi c'est tout de même important de ne pas rater les cours d'anglais pour éviter de telles énormités. Bref, avec tout ça, on a vu que ouais, comme dans absolument tous les domaines qui existent, celui du piratage est aussi pavé d'échecs et de fails un peu bêtes. Et la vidéo n'est pas là pour se moquer de ces vaines tentatives, même si le titre le laisse penser, mais vous savez, c'est la dure loi de YouTube qui oblige ça parce que sinon vous cliquez pas, et moi derrière je me retrouve à manger des pâtes. Faut se dire que peut-être que grâce à ça, pour certains, cela a servi de leçon pour soit se ranger du bon côté, soit à d'autres pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Chacun voit midi à sa porte après tout. Et vous alors, c'est quoi vos tentatives ratées de passer pour la personne qui sait tout sur une machine ou sur une application pour finalement rater lamentablement ou bien se faire griller? Car au final on se moque, mais ici il y en a plein qui se font juste griller en faisant une capture d'écran sur Snapchat alors qu'ils voulaient faire ça de manière discrète. Donc voilà, vous auriez pu possiblement vous retrouver dans cette vidéo. Bon, c'est clair qu'on n'est pas au même niveau. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le bon pouce bleu, de l'amour et bien sûr de venir me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet qui se trouvent en description. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum pour montrer que le monde du hacking n'est pas non plus tout beau tout propre, même si de base c'est déjà pas trop le cas. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste au milieu de l'écran. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!